Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Écoutez, moi ça va super bien. J'ai enfin reçu mon rond lumineux et là je suis en train de filmer avec. Bon, je vous avoue qu'il me... les yeux, voilà, comme ça c'est dit, parce qu'en fait, je sais pas, peut-être que je l'ai mis trop proche de mon visage, j'en sais trop rien. J'ai regardé sur internet les conseils d'utilisation, mais j'ai rien trouvé par rapport à la distance, ou alors j'ai mal cherché, c'est possible aussi. Mais toujours est-il que j'ai l'impression qu'il y a une amélioration, que genre là vous me voyez mieux. Faites-le moi savoir en barre des commentaires si selon vous la qualité a vraiment changé. En fait, c'est un collègue à moi qui m'avait conseillé de plutôt investir dans de la lumière au lieu d'investir dans une caméra, parce que de base je voulais acheter une caméra et comme il s'y connaît grave en photographie, tout ça, je lui avais posé la question, il m'avait dit pour commencer, te prends pas la tête, achète un rond lumineux et vois si ça change quelque chose. J'ai l'impression que ça change quelque chose, mais j'attends d'avoir vos avis extérieurs afin de pouvoir statuer définitivement. Bon, ça me ferait chier que ça améliore pas la qualité de la vidéo, parce que je l'ai quand même payé cher sur Amazon, donc j'espère vraiment que là, c'est bien. Je vois des ronds lumineux un peu partout autour de moi, tellement c'est proche et ça me brûle peut-être un peu les yeux, enfin bref. Aujourd'hui, je vous viens avec une affaire de disparition que je trouve très intéressante. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, puisque certains me l'ont noté dans la barre des commentaires. Je voulais la préparer depuis un petit moment, mais j'attendais parce qu'il y avait d'autres vidéos sur le feu, entre autres les vidéos par rapport au jeu concours sur Instagram. Du coup, je le place en début de vidéo quand même parce que je pense que le fait de le placer à la fin, c'est pas très pratique. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, puisqu'une fois par mois, j'y organise un jeu concours. Et en gros, le principe, il est simple, c'est que je poste une photo indice pour une vidéo qui sortira sous 2 jours. La personne qui devine par le biais de la photo indice de quelle histoire il s'agira gagne le jeu concours et peut m'envoyer une suggestion de vidéo que je dois traiter sous 1 mois. Donc là, on en est à la troisième gagnante, donc sa vidéo sortira d'ici quelques semaines. Donc n'hésitez vraiment pas à y participer, hein. Franchement c'est trop cool. Bon, comme vous avez pu le constater, je ne peux pas répondre à tout le monde sur Instagram quand vous m'envoyez vos réponses. Généralement je réponds qu'à la personne qui a gagné, comme ça va plus vite. Et puis le fait de ne pas répondre aux autres aussi, ça laisse le doute. Genre est-ce qu'ils ont la bonne ou la mauvaise réponse, histoire que ça ne spoile pas, vu que la vidéo sort le lendemain ou 2 jours après. Bref, écoutez, je pense qu'on va fermer la parenthèse racontage de life ici. Je vais vous laisser vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. Cette tête d'ange est celle d'Habib Neder, disparu il y a 6 mois. Mais depuis 2 mois, l'enquête est au point mort. Jennifer Dana, la mère de l'enfant, tente le tout pour faire avancer les choses et recueillir des témoignages. Même si le pire est arrivé, peut-être des gens sont au courant, peut-être que des gens pourront le dire aux enquêteurs ou à moi ou n'importe qui, mais je veux savoir ce qui s'est passé parce que je ne peux pas vivre dans cette incertitude et j'ai peur de ça aujourd'hui, c'est d'avoir à vivre avec ces questions toute ma vie. Chaque année, 40 000 disparitions de mineurs sont déclarées, mais depuis 2006, seule une quinzaine d'alertes enlèvement ont été déclenchées. On est le 19 janvier 2014 à Verfeil, une petite commune proche de Toulouse. Aux alentours de 18 h, Jennifer Dana, une maman de 28 ans, commence à s'inquiéter de ne plus avoir de nouvelles de son ex-compagnon Mehdi Neder, qui doit lui déposer leur fils de 13 mois, Habib, après une semaine de garde alternée. La veille, tous les deux se sont disputés par texto au sujet de leur séparation, mais rien de très sérieux pour Jennifer qui explique qu'ils ne lui répondent plus au téléphone. Elle et Mehdi sont séparés depuis 3 mois à la suite de plus de 12 années de relation, donc c'est l'amour de jeunesse, ils se sont rencontrés quand ils étaient au lycée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des années, Mehdi a commencé à avoir des comportements assez violents avec Jennifer. Et à la suite de la naissance de leur enfant, Jennifer a commencé à se poser des questions sur leur futur ensemble. Mehdi lui faisait des promesses qu'il allait changer, qu'il allait arrêter les violences. Mais lasse de voir que son compagnon ne changeait pas, elle a décidé de se séparer. Leur rupture s'est très mal passée puisque Mehdi refusait la séparation. Pour lui, il était hors de question que Jennifer le quitte et qu'elle refasse sa vie. Du coup, il lui arrivait de faire pression sur la jeune femme. Par exemple, il la menaçait de se suicider si elle ne se remettait pas avec lui. Ou alors, il faisait pression par le biais du petit Habib. Il lui expliquait que si elle ne retournait pas avec lui, un jour, il enlèverait le pied, l'amènerait définitivement en Algérie et de fait, elle ne pourrait plus jamais revoir son fils. Il lui est également arrivé de récupérer le petit, de disparaître pendant plusieurs jours sans donner de nouvelles à Jennifer et ensuite de revenir et de lui redéposer son fils. Le but, c'était de lui mettre des petits coups de pression. Craignant le pire, Jennifer avait déposé plainte à plusieurs reprises pour menaces de violence à son égard, mais également pour menaces de rapt familial. Et finalement, le juge des affaires familiales avait statué.
Mehdi pouvait voir son fils un week-end sur deux, il pouvait l'avoir également la moitié des vacances scolaires et il avait interdiction de quitter le territoire français avec le petit. Au fil des semaines, les deux parents avaient finalement, on va dire, trouvé un terrain d'entente. Jennifer se montrait plutôt compréhensive, elle essayait d'être très arrangeante pour le bien de leur fils et elle avait même fini par accepter un système de garde alterné puisque Mehdi l'avait supplié d'accepter en lui expliquant que son père était très malade et qu'il avait besoin en fait de voir son petit-fils plus souvent. De fait, le 14 janvier, Jennifer remet le petit Habib à Mehdi pour la semaine de garde alternée et il est prévu que Mehdi le ramène chez Jennifer le dimanche 19. Du coup, ce dimanche, Jennifer est très angoissée. Il est vrai que Mehdi avait l'habitude parfois de lui ramener en retard, mais il lui répondait au moins au téléphone. Là, depuis la veille, elle n'a plus de nouvelles ni de Mehdi ni de son fils. Elle contacte la sœur de Mehdi, puisque Mehdi et elle vivent chez leurs parents. Et en fait, la sœur de Mehdi lui explique que la veille, il est parti avec le petit en lui expliquant qu'il allait le déposer chez Jennifer. C'est à partir de là que Jennifer comprend qu'il se passe quelque chose de très sérieux. Elle se rend au commissariat de police le plus proche de son domicile, mais il est fermé. Le lendemain matin, très tôt, soit le 20 janvier, elle y retourne et dépose plainte pour non-restitution d'enfants. Mais là, ce qu'il va se passer, c'est que l'agent en charge d'enregistrer sa plainte va lui expliquer qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils ne peuvent pas enquêter tant que la plainte n'a pas été enregistrée officiellement auprès du parquet, à savoir 2 semaines. Ce qui est complètement insupportable pour une mère paniquée. D'ailleurs, l'alerte enlèvement n'est pas lancée, ce qui est très étonnant puisque Jennifer avait déposé plainte à de nombreuses reprises par le passé pour violences conjugales et menaces de rapt d'enfants. L'agent de police lui explique même que c'est à elle de mener ses propres investigations puisqu'eux ne le feront pas. Dès le lendemain, le téléphone de Mehdi est éteint, ce qui signifie qu'en fait, il n'est plus du tout géolocalisable. En parallèle, Jennifer se rend chez ses ex-beaux-parents puisque c'est là où est censé vivre Mehdi. Et là, quand elle arrive, il lui explique qu'eux-mêmes ne sont pas au courant de l'endroit où se trouve Mehdi, qu'il est effectivement parti le samedi, qu'à eux aussi, il leur avait expliqué qu'il ramenait le petit à sa maman. Mais eux ne sont au courant de rien, ils n'arrivent pas non plus à l'avoir au téléphone. Sa sœur lui explique pareillement qu'elle n'arrive pas à le joindre par téléphone. Mais en fait, ils ne sont pas plus paniqués que ça. Ils se montrent d'ailleurs assez distants avec elle, assez froids, alors que c'est quand même une relation qui a duré plus de 12 ans, donc ils la connaissent depuis un certain temps. Jennifer insiste et parvient en fait à récupérer l'ordinateur portable de Mehdi. Elle, ce qu'elle veut savoir, c'est... En fait, si par le biais de l'historique de navigation, il n'y a pas des indices. Donc elle le ramène chez elle, elle fouille à l'intérieur de l'ordi et là elle découvre absolument rien dans l'historique de navigation, pas de billets de train achetés, pas de billets d'avion achetés, absolument rien du tout. Par contre, ce qui est très troublant, c'est que d'après les factures téléphoniques et les relevés de compte bancaires de Mehdi, il n'y a plus aucun mouvement, ni d'appel passé, pas de retrait d'argent, absolument rien depuis le dimanche 19. Le jour suivant, Jennifer se rend au consulat d'Algérie de Toulouse afin de vérifier si des papiers ont été faits pour son fils. La chargée d'accueil lui explique qu'aucun papier n'a été fait et délivré pour Habib et qu'en plus de ça, les papiers de Mehdi sont périmés. Ce qui est très rassurant pour la jeune femme puisque ça signifie qu'a priori, son fils se trouve toujours sur le territoire français. Elle se rend ensuite à la préfecture et là, elle découvre que Mehdi a fait une demande de carte d'identité pour Habib 1 mois plus tôt et qu'il l'a récupéré. Le lendemain, soit le jeudi 23, Jennifer retourne au commissariat pour déposer plainte, mais cette fois-ci pour enlèvement. Là, elle pense que l'enquête va débuter sérieusement, puisqu'il s'agit quand même d'un enlèvement d'enfant, d'autant plus que la personne en charge de prendre sa plainte lui explique qu'elle sera recontactée le lendemain. Mais les jours et les semaines qui suivent, personne ne la rappelle. Début février, la famille de Jennifer se mobilise. Sa maman, par exemple, crée une page Facebook afin de partager au maximum le signalement de la disparition de son petit-fils. Il est vrai que les réseaux sociaux sont beaucoup utilisés par les familles de disparus puisque ça permet de toucher largement la population. Surtout que dans ce cas précis, l'alertement enlèvement n'a pas été lancé alors que ça aurait dû être le cas. Le 20 février, soit près d'1 mois après qu'elle a déposé plainte pour enlèvement, le commissariat de police recontacte Jennifer afin de lui dire que Mehdi a été géolocalisé pour la dernière fois à l'Hospitalet près Andorre, une commune de 100 habitants située à 150 km de Toulouse. Et elle est gentiment invitée à s'y rendre elle-même afin d'enquêter sur la disparition de son fils. Ce qu'elle fait dès le lendemain matin, elle s'y rend avec des membres de sa famille. Et là, elle va faire du porte-à-porte dans la petite commune. Bon, il n'y a pas beaucoup d'habitats, donc le tour est vite fait.
aucun témoignage, personne n'ayant vu son fils, ou même Mehdi, et aucun témoignage qui puisse lui permettre de savoir où il se trouverait. Et là, le 24 avril, coup de tonnerre. Des agents de nettoyage EDF qui procèdent au nettoyage du lit de la rivière de l'Ariège à l'Hospitalet Préandorre découvrent le corps d'un homme sans tête gisant près de la centrale hydroélectrique. D'après les premières constatations du médecin légiste, le corps ne présente aucune trace de coups, que ce soit des coups de couteau ou des blessures par arme à feu, et la tête ne semble pas avoir été sectionnée ante-mortem. Selon lui, il a été décapité après avoir passé un barrage et il lui est pas possible de dater la mort. Le 14 mai, des tests ADN permettent d'identifier le cadavre. Il s'agit de Mehdi Neder. Pour Jennifer, c'est le choc. C'est le choc pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que Mehdi, c'est quand même l'homme avec lequel elle est restée plus de 12 ans. C'est le père de son fils. C'est un homme qu'elle a aimé, avec qui elle a partagé énormément de choses. Et de le savoir mort et dans ces conditions, c'est très douloureux. Et le deuxième point, le plus important, c'est que si son ex-conjoint est mort, où se trouve son fils ? D'après les premiers éléments de l'enquête, il apparaît que Mehdi a pris un train le samedi, donc la veille de sa disparition, à la gare de Matabio, afin de se rendre à l'Hospitalet Préandorre. Le souci, c'est que dans la mesure où l'enquête a démarré très tardivement, il n'est pas possible de récupérer les vidéos de caméra surveillance de la gare, puisqu'elles sont effacées afin d'être réutilisées. Mais selon eux, le scénario le plus probable, c'est qu'il s'est rendu à l'Hospitalet Préandorre avec Habib, qu'il a assassiné son fils et qu'ensuite il s'est suicidé en se jetant dans la rivière de l'Ariège. Le problème, c'est que ce scénario présente quelques trous. Déjà, le fait qu'on n'a pas pu récupérer les bandes de vidéocaméra, on ne sait pas si Mehdi était avec son fils à ce moment-là. Le second point, c'est qu'aucun vêtement d'enfant ni aucune trace de sang ayant appartenu à Habib n'ont pu être retrouvés aux alentours de la rivière de l'Ariège. La rivière d'ailleurs a été draguée sur plusieurs kilomètres et on n'a pas retrouvé la dépouille du petit garçon. Ce qui veut dire que ça reste une hypothèse que les enquêteurs privilégient, mais dont on n'est absolument pas sûr. Pour Jennifer, ce scénario il n'est pas possible pour plusieurs raisons. Le premier point, c'est que d'après elle, Mehdi n'était pas du tout suicidaire. C'était pas du tout quelqu'un qui voulait mettre fin à ses jours. C'était quelqu'un qui, au contraire, n'envisageait pas du tout le suicide comme une solution. Certes, par le passé, il l'avait menacé de suicide, mais c'était plus sous forme de chantage, genre si tu reviens pas avec moi, je me suicide. Mais elle est claire, hein. Elle dit non, c'était pas quelqu'un de suicidaire. Il était beaucoup trop attaché à son fils pour pouvoir lui faire du mal, l'assassiner et ensuite se suicider lui-même. Elle dit non, c'est impossible. Justement, les moments, on va dire que les meilleurs moments de sa vie à cet homme, c'est quand il se trouvait en présence de son fils. Donc pour elle, c'est un scénario qui tient absolument pas la route, d'autant plus que le corps de Habib n'a pas été retrouvé. Il faut donc continuer à le rechercher. Le 3 septembre, soit près de 9 mois après l'enlèvement de Habib Neder, la gendarmerie et la justice diffusent enfin son avis de recherche. Les semaines, les mois et les années qui suivent, l'enquête ne débouche sur absolument rien. Le 31 mars 2016, la gendarmerie diffuse un nouvel avis de recherche avec des photos vieillies du petit Habib Neder. Ça ne débouche sur absolument rien, aucun nouveau témoignage, aucune nouvelle piste. Le 19 mars 2018, Jennifer Dana organise l'envoi de milliers de cartes postales avec l'effigie de son fils à Brigitte Macron afin de l'interpeller sur l'inaction de la justice quant à la disparition de son fils. Et le 12 avril, Brigitte Macron répond finalement par le biais de son cabinet. Dans sa lettre, elle explique ne pas pouvoir intervenir dans le cadre d'une affaire judiciaire en cours. Depuis, l'enquête, si enquête il y a bien évidemment, n'a donné aucune nouvelle information, aucune nouvelle piste. Le corps du petit garçon n'a jamais été retrouvé ni dans l'Ariège, ni à proximité, ni nulle part ailleurs d'ailleurs. Donc on peut toujours considérer qu'il est comme porté disparu. Et le 19 décembre dernier, Habib aurait fêté ses 8 ans. Bon, et bien, ce que je pense de cette triste histoire, c'est que c'est l'incompréhension totale pour moi. Incompréhension par rapport au fait que l'alerte enlèvement n'a pas été déclenchée dès que Jennifer s'est rendue au commissariat le lendemain. Vraiment, j'arrive pas à comprendre en fait. J'ai beau essayer de comprendre sur quoi on se base pour déclencher une alerte enlèvement. J'ai lu les conditions, il faut que l'enlèvement soit avéré, faut que, etc. etc. En fait, l'enfant répondait à toutes
toutes les conditions. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi ça n'a pas été fait. Et c'est dur, hein, ce que je veux dire, mais je leur trouve aucune excuse en fait au commissariat ou à la gendarmerie, hein, qui a pris sa première plainte. Je sais que c'est pas eux qui décident de la diffusion de l'alerte enlèvement, mais ils ne se sont pas vraiment bougés. Et le juge qui a été en charge dès le départ de l'instruction, je lui trouve aucune excuse, mais je suis dégoûtée pour Jennifer Dana. Je suis dégoûtée parce que cette mère de famille se bat depuis tellement d'années. Elle est passée d'ailleurs dans plusieurs émissions, dans l'histoire continue, dans Crime, je crois. Enfin, je connais pas très bien les noms des émissions, mais en tout cas, elle est passée dans pas mal de reportages afin de parler, d'expliquer que son fils est toujours porté disparu, qu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé et que le scénario des gendarmes ne s'appuie sur absolument rien de probant. On n'a pas retrouvé le sang du petit garçon, on n'a pas retrouvé ses vêtements, on a dragué la rivière, on ne l'a pas retrouvé, ce qui signifie qu'a priori, l'enfant est toujours porté disparu. Et ça me tue en fait, encore une fois, que la justice ne se bouge pas plus que ça quand il s'agit de disparition d'enfants. C'est un délire en fait. Je vois des fois à quel point on dénonce certains actes, certains faits dans la société. L'autre qui a fraudé, l'autre qui a volé, l'autre qui a... Mais enfin, est-ce que la vie d'un enfant est plus importante que l'argent ou pas en fait? Est-ce que c'est vraiment un débat qu'on doit avoir? La vie d'un enfant, c'est la vie d'un enfant, d'ailleurs la vie d'un être humain tout court, mais a fortiori la vie d'un enfant parce que c'est plus fragile, c'est plus délicat. Donc je comprends pas en fait que ça soit pas plus médiatisé que ça, et j'en veux énormément également aux médias et aux grandes chaînes nationales qui font pas leur taf, pour moi en fait, d'ailleurs c'est pour ça que je veux pas vous cacher que c'est pour ça que j'ai pas de télé. Je trouve en fait que la télé c'est très anxiogène, ce qui passe à la télé c'est pas intéressant en fait, dans les flash infos tout ça. Moi j'arrive pas en fait à m'y retrouver parce que on me bassine avec des choses qui selon moi sont très secondaires, alors que ce que j'aimerais un jour pouvoir voir à la télé c'est des spots en fait en continu ou une chaîne spécialement faite pour ça. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas mettre une chaîne spécifique du service public qui passe en fait du matin au soir, du soir au matin, tous les avis de recherche avec les circonstances de la disparition, les visages vieillis, etc. Ça passerait non-stop. Ça permettra en fait au peuple d'être au courant tout le temps et de ne jamais oublier. Mais enfin bon, moi cette affaire vraiment elle m'a dégoûtée parce que j'étais là, je me disais mais enfin c'est la mère de famille qui fait des kilomètres pour aller enquêter sur la disparition de son fils. Enfin je sais pas, ça me paraît délirant en fait. Ok, c'est bien qu'elle le fasse parce que c'est son enfant, mais enfin qu'on se mette à la place d'une mère de famille à qui on a enlevé son enfant, que ce soit par un inconnu ou un ex-compagnon, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer, on est tétanisé, on est effrayé. Et de s'entendre dire bah, allez-y vous-même, allez chercher vous-même, c'est, pour moi ça c'est le summum du manque de respect. Mais bon, de toute façon, il n'y a plus de respect, hein, on ne va pas se mentir, hein, maintenant le respect il est mort. Et j'étais là, je me disais mais pauvre femme quoi, oh, pauvre maman. Mon opinion par rapport à cette affaire, en fait, je vous avoue que je ne sais pas trop. J'ai plusieurs scénarios qui me sont passés par la tête, je me les suis notés. Le premier scénario qui m'est passé par la tête, c'est que Mehdi, en fait, se serait rendu à l'Hospitalet Préandor avec son fils pour y rencontrer des connaissances à lui, peut-être à qui il devait de l'argent, ou j'en sais trop rien. Et peut-être que la personne à qui il devait de l'argent l'a tué, en le jetant à la rivière, et lui a pris son fils et est parti avec. Bon, ça fait un peu scénario de film, de thriller, tout ça, mais je me dis que c'est possible en fait, c'est possible. Le troisième scénario, c'est qu'en fait Mehdi, complètement euphorique à l'idée d'emmener son fils à l'Hospitalet Préandor pour lui faire passer un petit week-end, tout ça, en fait peut-être qu'il est parti camper, ou peut-être qu'il est parti faire une balade dans la montagne, dans la forêt, et peut-être que son fils est mort accidentellement. De quoi, je sais pas, peut-être je sais pas, peut-être qu'il est tombé, peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Et Mehdi, complètement pris de remords, complètement sous le choc, s'est jeté dans la rivière. Le dernier scénario qui m'est passé par la tête, c'est qu'effectivement, Mehdi a envoyé son fils en Algérie par le biais d'une connaissance, d'où la carte d'identité qu'il a fait à son nom un mois auparavant. Mais en fait, par rapport à ce scénario, il y a tout plein de questions qui me passent par la tête. Déjà, ok, il l'aurait envoyé en Algérie, mais comment ça se fait qu'ensuite on le retrouve mort dans l'Ariège?
Enfin, je vois pas en fait le rapport. Il envoie son fils en Algérie, se suicide juste derrière. Ça me paraît un peu fort de café. Et l'autre point, c'est... Enfin, en Algérie, il y a aussi la télé, il y a les médias, il y a les chaînes françaises. Jennifer Dana, elle est passée dans énormément de reportages. Son fils a été vu, par énormément de monde, par le biais de Facebook également. Je pense que s'il avait envoyé son fils en Algérie, des gens auraient parlé, se seraient rendus soit au consulat, soit à la préfecture, soit au commissariat en Algérie, afin de dire, voilà, cet enfant qui a été enlevé, il se trouve, je l'ai vu, je l'ai croisé dans telle ville. Sachant que, s'il l'a envoyé en Algérie, il l'a envoyé donc dans sa famille, ça me paraît un peu bizarre comme scénario. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi ça me paraît un peu étonnant parce que, il y a la télé, il y a, il y a les chaînes du câble, il y a plein de chaînes françaises, il y a Internet. C'est pas comme si c'était en fait un pays où il n'y a pas de nouvelles technologies, genre où les gens ne peuvent pas communiquer par le biais d'Internet. C'est un pays où il y a Internet, il y a la télé, il y a toutes les commodités. Du coup, je me dis qu'il y aurait forcément quelqu'un qui aurait parlé ou qui aurait contacté Jennifer Dana par le biais de sa page Facebook, du numéro de téléphone ou par un autre moyen. Mais à mon avis, ça se serait su. Donc ça, j'y crois moyennement. Donc bon, si je devais choisir le scénario le plus probable pour moi, ce serait que Mehdi s'est suicidé après que son fils est mort accidentellement de quelque chose à l'hospitalet Préandor. Ce serait, on va dire, le scénario pour moi le plus probable. Maintenant, peut-être que je me trompe. N'hésitez pas, vous, à me mettre en barre des commentaires ce que vous en pensez. Quel est, selon vous, l'idée, le scénario le plus probable. Enfin, voilà tout pour la disparition du petit Habib Neder. Si cette vidéo vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.